Par spleen, par spleen, par spleen. Bonjour et bienvenue sur L'élégance des faibles, le podcast qui raconte l'histoire de mes dépressions. Ce journal intime est émotionnel. Il est le récit d'une portion de vie. J'y décris mes angoisses pour ne pas oublier et j'y explore les contours de mon rapport au monde. Moi, c'est Marie. Je suis née en 1986 à Paris. Je suis architecte et je suis la maman de Louise qui a 8 ans. J'ai souffert d'une dépression du postpartum à sa naissance, puis de cette dépression sévère par la suite. Ici, je vous propose un espace sans tabou pour libérer la parole et désamorcer toute forme de culpabilité. Ici, je vais vous raconter mes dépressions, pas à pas, dans les détails et sans langue de bois. Bonne écoute. Cinquième épisode, l'imposture. Le sentiment de ne pas mériter la place que j'occupe me poursuit partout. Dans mon couple, avec ma fille, dans mon travail, avec mes amis, avec des inconnus, devant une assemblée. Peut-être est-ce parce que j'ai été malmenée par le passé, ou peut-être est-ce simplement un trait de mon caractère. Ce sentiment est probablement la conséquence de nombreux facteurs. Tout d'abord, je suis une femme, ce qui implique que je dois faire des efforts importants afin de prouver ma valeur dans le contexte de la société patriarcale. Ensuite, j'ai été éduquée dans un environnement de pression par l'exigence pour la réussite. Pour réussir, il fallait être intelligente, avoir de bonnes notes et faire des études afin d'être en mesure de choisir un métier dont le statut m'assurerait une place valorisée dans la société. Il y a aussi des facteurs personnels. Les agressions, les échecs, le départ de mon père sont autant d'événements qui ont participé à ma faible estime de moi, à mon manque de confiance en moi et à mon absence de sécurité intérieure. Afin de compenser ces manques, j'ai recours à la recherche constante, parfois maladive, de reconnaissance et d'amour. Ma perception du réel est altérée. Je n'ai de cesse de me déprécier, sans égard pour les faits ni ce que j'ai vraiment réalisé. Au fil du temps, j'ai mis en place un ensemble de croyances négatives et inexactes à propos de moi-même. Car je m'efforce de maintenir un système de pensée qui tend à remettre en cause mes capacités propres, mais également l'appropriation de mes réussites. Le concept de phénomène de l'imposteur, aussi souvent appelé syndrome de l'imposteur, a été introduit en 1978 par les psychologues américaines Pauline Rose Clance et Susan Himes. Le concept désigne un sentiment subjectif d'incompétence, malgré les performances et une réussite adéquate selon des critères objectifs. L'échelle de Clance du phénomène de l'imposteur est le test le plus couramment utilisé pour évaluer ce phénomène. Ce test évalue les 3 aspects du phénomène. Le sentiment de tromper ou la peur de l'échec réfère au doute constant vis-à-vis de soi, de son intelligence ou de ses compétences. L'attribution de son succès à des causes externes comme la chance, le hasard ou les relations plutôt qu'à ses compétences. La minimisation de ses compétences ou la difficulté à les reconnaître. J'ai fait ce test, auquel j'ai obtenu un résultat de 92 sur une possibilité de 20 à 100. Je me situe dans la tranche la plus élevée, entre 80 et 100. Plus le résultat est élevé, plus le phénomène de l'imposteur interfère fréquemment et sérieusement dans la vie d'une personne. Définition du phénomène de l'imposteur. Les personnes qui présentent le phénomène de l'imposteur éprouvent un fort besoin de paraître compétentes dans de nombreux domaines pour ne pas risquer d'être démasquées, tout en ayant un rapport particulier de doute
et d'inquiétude vis-à-vis des projets à effectuer, leur réalisation, les possibilités de réussite, mais tout autant d'échecs. Burn-out, stress, anxiété, dépression, détresse psychologique, risques suicidaires, sentiment d'inauthenticité sont souvent associés au phénomène de l'imposteur. Nombreux sont mes comportements qui sont directement la conséquence du sentiment d'imposture. Je me sens mal à l'aise lorsque quelqu'un souligne mes réussites. J'ai rapidement l'impression que je prends trop de place. Je crains que mon ego et moi-même ne nous imposions. Régulièrement, Nico, mon compagnon, me dit l'admiration qu'il a pour moi lorsque je m'exprime en public. Il affirme que je suis juste, sage, et que j'ai la capacité de clouer le bec à bon nombre de personnes qui pensent détenir la vérité. Lorsque j'entends ces mots, je brûle de me recroqueviller sous la couette, tant il m'est difficile d'accueillir les éloges à mon sujet. Je ne me sens pas sereine, car je pense ne pas mériter cette considération. Je me dis, sa vision est subjective et la conséquence de l'amour qu'il me porte. Ou lorsque je reçois des retours positifs de la part de personnes extérieures, son appréciation est biaisée car il ne me connaît pas bien, et si c'était le cas, il ne me considérerait plus de la même manière. Lorsque je m'exprime en public, je rejoue ensuite la scène dans ma tête pendant des heures, parfois des jours. Dans mon esprit, je ne suis jamais à la hauteur, ce dont je devrais avoir honte. J'ai été trop agressive, j'ai buté sur ce mot, j'ai parlé trop longtemps, j'aurais mieux fait de ne rien dire si c'était pour raconter des bêtises, j'ai dû blesser telle ou telle personne par mes mots, j'ai dit une connerie, je me suis trompée. La liste est infinie. Le jour de mon mariage, que j'avais préparé pendant des mois avec excitation, je me suis sentie heureuse certes, mais également gênée et embarrassée. Ces sentiments m'ont beaucoup surprise, car ils étaient incompréhensibles. J'étais très déçue de subir de la sorte ce moment que j'avais tant attendu. Mais tous les regards étaient braqués sur moi. Tous ces gens s'étaient déplacés pour moi. Toutes ces personnes m'aimaient. C'était trop. Je ne me sentais pas à ma place. J'aurais préféré que tous portent leur regard sur une autre mariée, afin que je puisse courir me fondre dans la masse. Je n'aime pas le sentiment que me procure le fait d'être au centre de l'attention. Cette sollicitude est démesurée. Je ne mérite pas tant d'égards. Qui suis-je, moi, pour oser accepter, mériter tant de considération? Et puis, c'est dangereux, tous ces gens qui me dévisagent. S'ils regardent trop longtemps, ils risquent de comprendre que tout ça, c'est du chiquet. Ils vont découvrir mon vrai visage, celui d'une femme sans grand intérêt, pas si gentille ni intéressante, somme toute, ennuyeuse. Pas si belle, pas si gentille, pas une bonne personne, égoïste, égocentrique, faible, ennuyeuse, moyennement intelligente, pâle, fausse, vulnérable, irrationnelle, hystérique, folle, névrosée, triste, opportuniste, pas qualifiée, exclue, rejetée, victime, plaintive. Mon estime de moi n'est pas au plus haut. Les pensées négatives à mon égard sont omniprésentes et viennent constamment remettre en cause ma légitimité. Nico ne m'a pas encore percé à jour, car si c'était le cas, il ne m'aimerait plus autant. Au travail, il semble penser que je suis compétente, mais tout ça c'est de la chance. Et un jour, ils se rendront compte que je n'ai rien à faire ici. Ma fille m'aime inconditionnellement, mais elle a tort, car quand elle grandira, elle comprendra avec tristesse que je ne suis pas la maman sans faille dont elle a tant besoin. Alors, lorsque je reçois des compliments, je m'en défends. Je fais preuve d'une humilité démesurée. Ma modestie est quasi maladive. Dans ces moments, ce qui se joue n'est pas de la fausse modestie, mais au contraire une franche honnêteté. Car je recherche par-dessus tout l'authenticité pour
pour les autres, mais aussi et surtout envers moi-même. Dans ce contexte, je n'ai d'autre choix que de me montrer honnête face à une personne qui se trompe de jugement. Il est impératif que quiconque réalise que son appréciation positive n'est pas objective, car elle est probablement déformée par des facteurs externes qui faussent son discernement. J'anticipe donc la déception future, car mon entourage doit se préparer au fait que je ne serai probablement jamais en mesure de réitérer quelques réussites. Ma confiance en moi est au plus bas. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, je n'en ai pas les capacités. En écrivant ces mots, je ne peux repousser ces pensées. Ce que j'écris n'a pas d'intérêt, tout cela ne sert à rien, je ne suis pas capable de mener ce projet à bout. À quoi bon lutter si le résultat est, somme toute, moyen? Lorsque j'entends que je réussis, que je suis forte et courageuse, je ne le crois pas. Je n'ai de cesse de me rabaisser, car je redoute d'être surestimée et de ne pas être perçue telle que je suis vraiment. Je pense. Je ne mérite pas d'être valorisée de la sorte, ce qui ne fait qu'accentuer mon insécurité intérieure, et donc mon sentiment d'imposture. D'autant que je mets souvent mes réussites sur le dos de la chance ou d'événements extérieurs, ce qui explique que les compliments me fassent l'effet d'un affront, duquel je ne pourrai jamais être à la hauteur. Cette dévalorisation n'agit pas seule. Elle est en fait doublée de la surestimation de tous les autres. Quiconque a toujours plus de mérite que moi, et son succès est nécessairement plus justifié que le mien. Plusieurs de mes amies sont devenues mères à la même période que moi. Elles s'occupaient de leur bébé seules toute la journée, pendant que leur conjoint travaillait. Elles ne semblaient pas si fatiguées. Elles étaient actives, elles sortaient, elles faisaient des gâteaux, elles avaient une vie sociale. En ce qui me concerne, je me terrais au fond de mon lit, tandis que mon compagnon s'occupait de tout. Je pleurais toute la journée et je n'arrivais à rien. Je subissais la fatigue, telle une torture. J'étais épuisée et mélancolique, parfaitement incapable de m'occuper de ma fille. Mon cerveau avait supprimé ma capacité à réfléchir. Il était broyé. Sous mon crâne ne restait plus que de la bouillie intellectuelle. Pendant ce temps, je regardais mes amies s'épanouir, rayonnantes et heureuses. Pourquoi suis-je si défaillante, me demandai-je. Pourquoi ne suis-je pas capable de m'occuper de mon bébé? C'est impardonnable, car si elles le peuvent, alors moi aussi. Fais-toi violence et réagis. La comparaison brutale me dévorait. J'étais nulle, en dessous de tout, et je retournais au fond du lit. La comparaison, c'est de l'ignorance, l'imitation du suicide. Ralph Waldo Emerson. J'idéalise ce que j'envie, ce auquel je rêve de ressembler. Je jalousais mes amies qui étaient parfaites, sans faille, elles qui semblaient si fortes. Elles représentaient en tout point l'image de la maman exemplaire que je m'efforçais de devenir. Je rêvais de cette chimère. Seulement, face à la violente réalité qui emportait au loin ma perfection, je me fustigeais. Je ne suis pas à la hauteur, je suis indigne de ce bébé. Si bien que lorsque j'appris qu'une autre maman de mon entourage vivait des moments difficiles, je me sentis étrangement soulagée. Enfin, j'avais la preuve irréfutable que je n'étais pas une erreur de la nature. Je suis souvent étonnée de réaliser que les autres, que je perçois forts, brillants et sûrs d'eux, subissent parfois eux aussi les affres du monde. L'échec, la tristesse, le doute et la souffrance sont bien le lot de tous. Eux aussi ont des faiblesses, car je ne suis pas l'unique être humain en ce monde. Lui ai-je fait bonne impression? Pense-t-il que je suis intelligente? Que pense-t-il de moi? J'aurais dû dire ça. Quand il m'a posé cette question, j'aurais dû répondre ça. Pourquoi ai-je réagi ainsi? C'est nul, si seulement j'avais fait ça. Lorsque je me trouve au restaurant,
ou dans un bar, lorsque je converse de tout et de rien avec un ami ou même un inconnu, j'entends sans cesse cette petite voix en fond. Il doit s'ennuyer, il a sûrement envie de s'échapper et d'aller discuter avec quelqu'un de plus drôle, de plus intelligent. Laisse-le s'échapper, ne lui impose pas ta compagnie. Je reste inéluctablement persuadée que quiconque, face à moi, n'a qu'une envie, s'enfuir. Alors, je fuis la première. Par anticipation du rejet, je lui offre la possibilité de passer une meilleure soirée. Je me renferme et je pars. J'estime nécessairement ma valeur au travers du regard des autres. Et bien que je reçoive régulièrement des compliments, je ne retiens que les moments de doute et d'inconfort. Je n'ai aucune confiance en moi et je crains à chaque instant que tout le monde s'en aperçoive et ne révèle mon imposture au grand jour. Ils pensent que je suis intelligente, alors peut-être ont-ils raison. S'ils rient à mes blagues, alors peut-être suis-je drôle. Puisqu'ils m'écoutent, peut-être suis-je intéressante. Mais s'ils me coupent la parole, il ne fait aucun doute que cela est la conséquence de leur manque d'intérêt. S'ils s'énervent, c'est parce que je suis irritante. S'ils ne m'appellent pas, c'est parce que ils n'ont pas envie de me voir. Je suis incapable de reconnaître ma valeur. Je suis enfermée dans un cercle vicieux et la boule de neige ne cesse de grossir à mesure qu'elle dévale la pente. Ma vie intérieure est jonchée de nombreuses peurs, celle d'être rejetée, critiquée, moquée, démasquée. Selon le principe du phénomène de l'imposteur, j'ai donc inconsciemment mis en place des mécanismes compensatoires afin de m'en prémunir. Je suis extrêmement perfectionniste. J'ai des exigences très élevées, vis-à-vis des autres, certes, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Je suis intransigeante. Je ne dois être ni plus ni moins que Wonder Woman. Ainsi, je m'impose de travailler toujours plus dur que mon entourage, afin de prouver que je ne suis pas un imposteur. Je n'ai d'autre alternative que de réussir et de briller dans tous les aspects de ma vie, professionnelle, privée, familiale, conjugale. Tout éloignement de ces valeurs de réussite et d'exigence provoque en moi un stress intense et une panique généralisée. Confrontée à une tâche, je me surprépare et m'impose la perfection. Alors, lorsque je fais face à mon succès, j'attribue inévitablement celui-ci à mes efforts plutôt qu'à mes capacités. Cette réussite s'explique nécessairement par mon travail acharné, la chance ou des circonstances favorables indépendantes de moi-même. Par peur insurmontable de l'échec et de la montagne que représentent certains projets par leurs enjeux, être une bonne mère, être une bonne amie, être une bonne architecte, être une bonne employée, être une bonne écrivaine. Je m'interdis de rater quoi que ce soit. Afin de ne rien rater, il est plus sage de ne pas essayer ou de remettre à plus tard. Alors, je reporte souvent au lendemain des tâches qui paraissent si simples pour certains. Répondre à un texto de peur de ne pas être assez bonne amie, regarder l'état de mon compte bancaire de peur d'être à découvert, synonyme d'échec, sortir de mon lit par crainte d'avoir des angoisses au travail, faire du sport de peur d'être ridicule. J'attends le moment de rupture, la dernière minute, la dernière seconde. J'attends de recevoir une mise en demeure pour payer les factures. J'attends de ne plus avoir les droits au chômage pour chercher un emploi. Je m'auto-saborde, et dans ce contexte, l'échec est programmé. Cependant, si par chance la réussite survient, la charrette des dernières 24 heures l'aura souillée d'imposture. De surcroît, en tant que femme, j'ai des difficultés à m'exprimer. Les hommes parlent trop fort pour ma petite voix fluette. Alors, je me tais, je ne dis mot. Je me fige car j'ai peur. Peur de ne pas être assez intelligente. Peur de me faire clouer le bec par une personne qui ne doute pas
ni d'elle, ni de ce qu'elle a à dire. Dois-je culpabiliser de penser, de réfléchir, de ressentir ? Dois-je m'excuser d'exister et d'être là, bien vivante et prête à prendre part au monde ? Lors de la préparation à l'obtention de mon diplôme d'architecte, j'ai vécu mon premier épisode de décompensation majeure, directement lié à mon puissant sentiment d'imposture. Paralysée par la peur d'échouer, car j'étais persuadée d'être incapable et pas à la hauteur de l'exigence qu'impose cette discipline, je me suis muée dans un état apathique. J'avais passé 5 années à étudier et à réussir mes examens sans heurts chaque année. Or, à l'approche du coup près, paniquée, je faisais des cauchemars lors desquels j'étais humiliée par mon jury de diplôme. Je ne mangeais ni ne dormais plus. Pire encore, j'étais incapable de travailler afin de concevoir mon projet de fin d'études, ce qui renforçait d'autant plus ma peur d'échouer et me paralysait encore davantage. L'angoisse incontrôlable d'être recalée m'avait clouée sur place. J'étais figée. On avait appuyé sur l'interrupteur pour me mettre en mode off. Heureusement, j'étais très bien entourée, et ce soutien m'a permis d'obtenir mon diplôme sans encombre. Les changements de situation et les périodes de transition, mes études, mon mariage, le monde du travail, la naissance de ma fille, provoquent en moi des complexes au regard de mes propres compétences, ainsi que des doutes sur l'attribution de toute réussite personnelle. Le doute occasionnel est sain, il permet de s'améliorer, d'avancer en faisant les bons choix. Or, les doutes à haute dose générés par mon sentiment d'imposture sont délétères, car ils sont le berceau de mon stress, de mon anxiété et de mes peurs. Leur degré, relativement constant et prononcé, demeure problématique et est certainement la cause de bon nombre de mes souffrances psychiques, de mes difficultés professionnelles, de mon burn-out et même de ma dépression. Le sentiment d'imposture a fait de moi une personne extrêmement anxieuse et prédisposée à l'auto-sabotage. Inconsciemment, depuis l'enfance, je me persuade peu à peu que le bonheur n'est sûrement pas pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous trouvez en détresse psychique, ne restez pas seul et parlez-en autour de vous. Il n'y a aucune honte à aller mal et ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à contacter un professionnel de santé, votre médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue. Si besoin, vous pouvez également contacter les urgences psychiatriques à côté de chez vous ou le numéro national de prévention du suicide au 31 14. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et à partager cet épisode ou à en parler autant que possible autour de vous. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de l'élégance des faibles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À très bientôt.